C'est la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée et la raison pour laquelle je crois totalement aux fantômes aujourd'hui. Mon oncle vivait plus ou moins avec ma famille à temps partiel. Son propre appartement se trouvait au Japon, mais il passait pratiquement un mois sur 2 chez nous aux États-Unis. Il avait sa propre chambre dans notre maison, où il laissait la plupart de ses affaires pour ne pas avoir à transporter de grosses valises à chaque voyage. Il était très proche de mon chien et passait ses journées à traîner avec elle quand mes parents étaient au travail et que mon frère et moi étions à l'école. Mais comme il partait régulièrement pour de longues périodes, mon chien était habitué à ses absences fréquentes et prolongées et ne paniquait pas s'il disparaissait pendant quelques semaines. Malheureusement, lors d'un de ces séjours, mon oncle a fait une crise cardiaque soudaine au milieu de la nuit. Il a réussi à réveiller mes parents pour qu'ils l'emmènent à l'hôpital. Là-bas, il a subi une opération lourde qui l'a laissé avec des lésions cérébrales et incapable de quitter l'hôpital. Il y est resté plus d'1 mois, mais mon chien est resté calme et pensait visiblement qu'il était simplement reparti au Japon pour un moment. La nuit où il est mort est arrivée assez soudainement et, au début, elle ressemblait à n'importe quelle autre. Mes parents ont reçu un appel et sont partis à l'hôpital, et je suis resté à la maison avec une amie à jouer dehors avec mon chien. Des heures plus tard, mes parents m'ont appelé pour m'annoncer la nouvelle. Mon chien était dans une autre pièce et le téléphone n'était même pas en haut-parleur, mais d'une façon ou d'une autre, elle a su. Elle s'est immédiatement mise à hurler et à pleurer, puis a couru jusqu'à la chambre de mon oncle, a fouillé dans son placard et a commencé à se frotter le visage dans ses chemises, en gémissant et en hyperventilant. C'était à la fois la chose la plus étrange et la plus bouleversante que j'ai jamais vécue. Il y a des années, je faisais un voyage à travers le pays, seul, pour aller à une réunion de famille. J'étais censé m'arrêter chez des amis, mais il y avait un temps horrible et la circulation avançait très lentement. Puis un terrible accident s'est produit juste devant moi et je suis resté bloqué un bon moment. Au total, j'avais 5 heures de retard sur mon planning. J'étais épuisé, j'avais besoin de toilettes et d'une douche, alors je me suis arrêté dans un petit motel en bande le long d'une route d'état assez reculée. Il était évidemment petit et sale, mais ça pouvait dépanner. Il y avait une fenêtre donnant sur l'extérieur pour l'enregistrement. Le type m'a dévisagé, moi qui étais alors une étudiante, et m'a demandé si je voyageais seul. J'ai voulu lui donner ma carte d'identité et ma carte bancaire, mais il a insisté pour être payé uniquement en liquide. À ce moment-là, tous les signaux d'alerte se sont allumés, mais j'ai réussi à rassembler juste assez d'argent et il m'a lancé la clé. La chambre était sale, à peine plus grande que le lit. La première chose que j'ai faite a été d'aller aux toilettes, puis j'ai soulevé le matelas sale avec des signes de punaise de lit. Un instant plus tard, j'ai aperçu un cafard. C'en était trop, je partais. J'ai décidé au moins d'utiliser la place de parking et de dormir dans le coffre arrière de mon SUV. Je me suis recroquevillé en utilisant une valise comme oreiller et des vêtements au hasard comme couverture, et je me suis endormi pendant 1 heure. Je me suis réveillé en entendant quelqu'un parler au téléphone dehors et j'ai jeté un coup d'œil pour voir le type de l'enregistrement debout à l'extérieur. Il était alors environ 3 heures du matin. Il a terminé son appel, puis s'est avancé discrètement vers ma chambre, a déverrouillé la porte et est entré. Les lumières ne se sont pas allumées et 1 ou 2 minutes plus tard, il est ressorti en claquant la porte derrière lui et en jurant, avec un autre type. Je n'avais pas vu le deuxième entrer, donc je ne sais toujours pas d'où il venait. Ils ont parlé avec colère pendant un moment, puis le type de l'accueil s'est dirigé vers mon SUV. J'ai rapidement couvert ma tête avec un t-shirt. Après avoir essayé la porte verrouillée, il a regardé à l'intérieur par la banquette arrière, mais entre les vitres teintées et le désordre général, il ne m'a pas remarqué dans le coffre. Les 2 hommes sont partis vers l'autre côté du parking, continuant à parler, l'un d'eux faisant des gestes en direction d'un dîner de l'autre côté de la route. Pendant qu'ils étaient distraits, je me suis hissé sur le siège avant et j'ai démarré le SUV. Ils se sont retournés, surpris, pendant que je m'éloignais. J'ai appelé mes amis restés chez moi pour leur raconter, mais je ne voulais pas inquiéter ma famille, alors je ne leur ai rien dit.
Quand je suis rentré chez moi environ 3 semaines plus tard, nous avons retrouvé le nom de l'hôtel grâce à Google Maps et appelé la police locale. Ils m'ont dit que l'endroit avait fermé seulement quelques jours avant mon appel. Au lycée, mon frère et moi partagions une salle de bain. Il se levait plus tôt que moi. Quand je l'entendais entrer dans la douche, je savais qu'il me restait encore 15 minutes avant de devoir me lever. Un matin, même routine que d'habitude. Il entre dans la douche, je me réveille à moitié, je l'entends sortir puis descendre à l'étage du bas, alors je saute dans la douche à mon tour. Je suis là en train de me savonner quand je pose le pain de savon sur le rebord près du rideau de douche. Il glisse et passe de l'autre côté parce que c'est mouillé. Rien de grave, je me dis que je le ramasserai plus tard. 30 secondes plus tard, ce même pain de savon surgit à toute vitesse comme si quelqu'un l'avait lancé, passe derrière le rideau, frappe le mur de la douche et tombe pile à mes pieds. Ma première pensée a été que j'avais oublié de fermer la porte à clé et que mon frère se foutait de moi. En tant que petit frère, j'étais souvent la cible de ce genre de conneries, donc ça ne m'aurait pas étonné. J'ouvre violemment le rideau de douche. La salle de bain est vide. Je vérifie la porte. Elle est verrouillée. Petit début de crise de panique face à ce qui venait de se passer, mais je continue à me dire que ça pouvait être mon frère. Nos portes pouvaient se verrouiller avant d'être fermées. Je sors de la douche en vitesse, je descends en courant et je trouve mon frère et mon père en train de prendre le petit déjeuner. Ils se demandent pourquoi j'ai encore du shampoing dans les cheveux et pourquoi je suis juste enveloppé dans une serviette. Je dis à mon frère d'arrêter ses conneries et d'avouer. Il est complètement perdu et mon père me dit qu'il est assis là depuis que je suis entré dans la douche, il y a environ 10 minutes. Quand j'étais à l'université, j'avais un boulot d'été dans la petite ville près de mon chalet, et je passais toute la saison là-bas, complètement seul. La semaine, il n'y avait presque personne dans le coin et l'endroit était vraiment isolé. Pas de voisins proches, pas de circulation, juste des arbres, le silence et parfois le bruit lointain de l'eau. Un soir, vers 11h, j'étais affalé devant la télé quand j'ai vu des phares envahir le salon. Une énorme remorque s'est engagée lentement dans mon allée et s'est arrêtée là, moteur tournant. Le genre de camion qu'on ne s'attend absolument pas à voir dans un coin pareil, encore moins à cette heure-là. Les phares éclairaient directement ma fenêtre avant, comme si quelqu'un cherchait volontairement à attirer mon attention. Je suis resté figé à l'intérieur pendant quelques minutes, le cœur battant, à me demander quoi faire. J'hésitais entre me cacher, appeler quelqu'un ou faire semblant de ne rien avoir vu. Le moteur continuait de tourner, grave et régulier, et cette masse énorme restait plantée devant chez moi sans le moindre signe de départ. Plus les secondes passaient, plus l'angoisse montait. Finalement, au lieu de me terrer, j'ai attrapé le premier objet qui me semblait un minimum rassurant, un gros couteau de boucher dans la cuisine. J'ai ouvert la porte, je suis sorti sur la terrasse et j'ai crié, la voix tremblante mais agressive, quelque chose comme « Qu'est-ce que tu veux bordel ?» À ce moment-là, j'étais probablement plus effrayante que courageuse. En réalité, tout était un malentendu ridicule. Mon voisin avait tout simplement oublié que je vivais là en semaine. Comme je n'avais pas de voiture et que j'allais travailler à vélo, il pensait le chalet vide. Il avait donc dit à un ami de passage, chauffeur routier sur de longues distances, qu'il pouvait se garer là pour la nuit sans problème. Le pauvre homme était tranquillement au téléphone avec sa femme pour lui dire bonne nuit quand je suis apparu dans l'obscurité, en nuisette, les cheveux en bataille, le regard fou et un couteau à la main. Il a failli faire une crise cardiaque. À voir sa tête, je pense honnêtement que cette scène est devenue l'une des expériences les plus terrifiantes de sa carrière. J'ai été traité pour un cancer avancé situé dans le cou et le haut de la poitrine. Une partie du traitement consistait à être immobilisé dans un masque en maille rigide qui recouvrait entièrement ma tête et le haut de mon corps. Je n'ai jamais été claustrophobe, mais être sanglé comme ça la première fois était vraiment angoissant. Bref, une énorme sorte de faisceau était pointé directement sur moi et tournait autour en envoyant des tirs de radiation ciblés exactement là où se trouvait le cancer. Honnêtement,
J'ai commencé à paniquer pendant la toute première séance et le technicien a remarqué que ma respiration s'accélérait. Il m'a parlé calmement et m'a dit de me détendre, ce que j'ai fini par faire. Dans ma tête, je me suis dit, je vais juste m'échapper d'ici jusqu'à ce que ce soit fini, alors j'ai fermé les yeux pour aller dans mon endroit heureux. Grosse erreur. Les yeux fermés, je voyais des flashs extrêmement intenses, comme si quelqu'un braquait un projecteur depuis l'intérieur de mes yeux. C'est très difficile à expliquer. Il m'a fallu environ 2 secondes pour comprendre que c'était la radiation qui rebondissait dans ma tête et stimulait mes nerfs optiques. Là, je suis entré en panique totale et il m'a fallu un effort énorme pour tenir jusqu'à la fin de la séance. Le pire, c'est que ça a rendu la situation très concrète. C'était réel, sérieux, et on utilisait de l'artillerie lourde. J'ai eu 6 semaines de traitement quotidien, donc à la fin j'étais résigné. J'ai essayé de repérer des motifs dans ces flashs, mais c'est incroyablement difficile de mettre des mots dessus. C'est presque comme vivre un souvenir, si ça a du sens. Les flashs étaient là, je les voyais clairement, mais en même temps ils n'existaient pas vraiment, puisque personne d'autre ne pouvait jamais les percevoir. J'avais environ 12 ans, dans les toilettes d'un Walmart, tu vois le genre. J'étais simplement dans une cabine, en train de faire ce que tout le monde fait, rien de spécial. Et d'un coup, sans raison précise, j'ai ressenti ce truc horrible, cette sensation glaciale que quelqu'un me regardait. Pas un bruit, pas de pas, juste cette certitude absurde mais écrasante. J'ai essayé de l'ignorer au début. Je me suis dit que c'était dans ma tête, que j'étais un gamin un peu trop imaginatif. Mais plus les secondes passaient, plus cette impression devenait impossible à repousser. Mon ventre s'est noué, ma respiration est devenue courte. Lentement, vraiment lentement, j'ai levé les yeux vers le haut de la cloison, en direction de la cabine d'à côté. Et là, je l'ai vu. Un vieux type se tenait debout sur la cuvette de ses toilettes, penché au-dessus de la séparation, en train de me fixer. Son visage était immobile, presque curieux, comme si la scène était parfaitement normale pour lui. Pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés et mon cerveau s'est vidé. Je n'ai même pas crié. J'étais juste pétrifié, incapable de comprendre ce qui était en train de se passer. Je ne me souviens pas exactement comment je suis sorti de là. Je sais juste que j'ai terminé le plus vite possible, que je suis sorti en courant sans me laver les mains et que j'ai rejoint ma famille avec le cœur prêt à exploser. Je n'ai rien dit à personne sur le moment. J'avais trop honte et trop peur pour mettre des mots dessus. Pendant des années après ça, les toilettes publiques ont été un cauchemar pour moi. Chaque cabine me donnait l'impression d'être vulnérable, exposé, observé. Même aujourd'hui encore, bien adulte, elles me mettent mal à l'aise. Il y a pas mal d'années maintenant, je me suis retrouvé à travailler dans une ancienne prison historique, un musée carcéral pour ceux des États-Unis, en tant que guide et agent administratif. L'endroit était l'un des plus vieux bâtiments de la ville et avait une sacrée réputation auprès des chasseurs de fantômes, donc travailler là-bas était toujours un peu angoissant. Les premières années avaient été assez violentes et il y avait eu plusieurs morts, y compris des pendaisons ordonnées par l'État, donc les histoires de fantômes ne manquaient pas. Même si j'ai vu des choses très étranges pendant mon temps là-bas, le bâtiment était vieux, rempli de faune locale et loin d'être étanche au vent, donc toutes les histoires devaient être prises avec des pincettes. Nous avions aussi plusieurs dizaines de mannequins installés dans des poses dites traditionnelles, quelques-uns regroupés dans la cour, d'autres dans les cellules, et c'était toujours amusant d'entendre les touristes sursauter quand ils en apercevaient un pour la première fois dans un couloir. Venons-en à l'histoire. Comme c'était avant tout une ville touristique, les mois d'hiver étaient très calmes et il pouvait se passer des heures sans que je voie une autre personne. Un jour, j'avais eu la chance d'avoir une fermeture tardive le soir et une ouverture très tôt le lendemain matin. La fermeture comme l'ouverture nécessitait une lampe torche, car à cette période de l'année il faisait noir comme dans un four et l'éclairage n'était pas installé dans tout le complexe. Je n'avais eu qu'un seul visiteur de toute la journée, alors pour tuer l'ennui, j'ai décidé de prendre un mannequin en trop dans la réserve, de l'habiller avec des vêtements de forçate de l'époque et de l'installer dans la cuisine de l'aile des femmes.
Je l'ai placé dos à la porte, tenant un bol sous un bras et un fouet à eux dans l'autre. Je me suis assuré que tout était bien stable et j'ai fermé la cuisine pour la nuit. Le lendemain matin, je suis arrivé à 6 heures pour ouvrir et je traversais le complexe quand j'ai entendu quelque chose d'étrange. La pièce où je me trouvais partageait un mur avec les cuisines et il y avait un bruit de raclement bizarre venant de l'autre côté. Alors que je restais là à écouter dans le noir, ça s'est arrêté, puis a repris, puis s'est intensifié, accompagné d'un bruit de tapotement. Un peu effrayé, j'ai continué à avancer dans le bâtiment, qui était organisé en cercle avec les pièces à l'intérieur, en me dirigeant lentement vers les cuisines. Debout devant la porte, j'entendais clairement ce bruit irrégulier et j'ai décidé d'utiliser la petite trappe coulissante de la porte pour regarder à l'intérieur d'abord. Le mannequin bougeait. Pas un petit mouvement, mais de façon très visible, il tapait un pied de haut en bas tout en tournant lentement le fouet, son bras se levant et s'abaissant. À mesure que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, mon cerveau a commencé à comprendre ce que je voyais. Possession ou poltergeist, je n'allais certainement pas rester là pour le voir se retourner. J'ai claqué la trappe violemment et j'ai détalé dans l'autre sens sans m'arrêter avant d'atteindre le bureau principal, où j'ai aussitôt verrouillé la porte et allumé toutes les lumières possibles. Vers 10 heures du matin, le premier visiteur est entré. À ce moment-là, je m'étais convaincu que ce que j'avais vu n'était qu'une hallucination. J'avais sûrement entendu le bâtiment travailler et mon cerveau avait fait le reste, après tout il faisait très sombre. Sachant que je devais ouvrir la cuisine pour le passage du visiteur, j'ai accroché le panneau « De retour dans 5 minutes » à l'accueil et je me suis approché discrètement de la porte de la cuisine. J'ai lentement ouvert la trappe et regardé à l'intérieur pour voir le mannequin dans la même position que la veille, immobile. Tout étant revenu à la normale, j'ai poussé un énorme soupir de soulagement et j'ai ouvert la porte. À la seconde même où je l'ai ouverte, le mannequin a recommencé à battre le contenu du bol en tapant frénétiquement du pied. Je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie. Il faisait grand jour, je ne pouvais plus me convaincre que rien ne se passait. Ça se produisait juste devant moi. J'étais seul dans une prison avec un mannequin possédé et j'étais la seule figure d'autorité alors qu'un visiteur innocent allait bientôt passer par cette pièce. Qu'est-ce que j'étais censé faire dans une situation pareille ? Je me souviens avoir pensé, ce n'est que du plâtre et du papier mâché. Tue-le. Détruis-le vite, fuis à toutes jambes et ne reviens jamais, en attrapant un maillet à viande et en m'approchant du machin avec une hésitation extrême. Plus je m'approchais, plus il s'agitait, jusqu'à ce que je sois à portée de main. M'attendant totalement à ce qu'il se retourne et m'enfonce le fouet dans la poitrine, j'ai attrapé son bras. À cet instant, le mannequin a émis un horrible bruit de croassement et de sifflement. J'ai failli me faire dessus, mais quelque chose dans ce sifflement me semblait étrangement familier. Reprenant un peu mes esprits, j'ai regardé dans le bol que le mannequin tenait dans son autre bras. Me regardant droit dans les yeux, la tête solidement coincée entre les batteurs, se trouvait un 5 géant d'environ 40 cm. J'ai lâché le bras du mannequin et le lézard a essayé de s'enfuir. Coincé comme il l'était, il tournait en rond au fond du bol, ce qui faisait tourner le fouet attaché au bras du mannequin, lequel montait et descendait, faisant vibrer l'ensemble et taper le pied sur le sol. 5 minutes plus tard, je relâchais le pauvre animal dans la cour tout en ricanant encore de manière hystérique, et à la fin de la journée, ce mannequin avait été remballé et remis en réserve, juste au cas où. J'aime à penser que je lui ai fait aussi peur qu'il m'en a fait, mais au fond de moi, je sais que je ne serai jamais plus terrifié que par ce satané lézard. Quand j'avais une dizaine d'années, j'ai fait un cauchemar d'une intensité presque irréelle. J'étais perdu dans un labyrinthe sombre, aux murs trop hauts pour voir le ciel, et je courais sans comprendre où aller. Derrière moi, quelque chose me poursuivait. Une immense main, seule, sans corps, qui rampait et se propulsait avec une vitesse impossible. Je sentais sa présence juste derrière moi, prête à m'attraper à chaque tournant. Je me suis réveillé en sursaut, trempé de sueur froide, le cœur battant à tout rompre, les muscles encore crispés par la peur. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile dans mon lit, essayant de reprendre mon souffle et de me convaincre que ce n'était qu'un rêve. Mais il y avait un autre problème, très concret celui-là. J'avais terriblement envie d'aller aux toilettes.
J'ai pris mon courage à deux mains. Chaque pas hors du lit me semblait dangereux, comme si le cauchemar pouvait encore me suivre. Le couloir était silencieux, plongé dans l'obscurité, et j'avais cette sensation persistante d'être observé. J'ai atteint la salle de bain, tendu la main vers l'interrupteur et allumé la lumière. La main était là. Posée devant moi, immense, réelle, m'attendant comme si elle savait que j'allais venir. Mon cerveau a complètement décroché. J'ai hurlé de toutes mes forces, un cri pur, incontrôlable, et à cet instant précis je me suis réveillé pour de vrai, de nouveau dans mon lit. C'était ce qu'on appelle un faux réveil. J'avais rêvé que je m'étais réveillé. J'avais rêvé m'être levé, avoir marché, avoir allumé la lumière. Sur le moment, je n'avais absolument aucun moyen de faire la différence. Je ne crois pas aux fantômes ni à quoi que ce soit de ce genre, mais ce qui m'est arrivé cette nuit-là reste totalement inexplicable pour moi. Je venais de faire une soirée chez moi et il devait être environ 1h du matin. J'avais un peu bu, rien d'excessif, et au lieu d'aller me coucher, j'ai décidé d'aller marcher pour me vider la tête. L'air était frais, les rues presque désertes, et je me sentais étonnamment lucide. J'ai marché longtemps, sans vraiment m'en rendre compte, jusqu'à me retrouver à environ 5 km de chez moi. Je suis arrivé à un rond-point et je me suis assis dessus, fatigué. J'ai posé ma tête entre mes jambes, les coudes appuyés sur les genoux. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. Peut-être quelques minutes, peut-être plus. Le temps semblait un peu flou. Et d'un coup, j'ai entendu un murmure. Très fort. Beaucoup trop fort pour être normal. Quelqu'un a prononcé mon prénom. Ben. Je me suis redressé d'un coup, le cœur prêt à sortir de ma poitrine. Je me suis figé, regardant autour de moi, cherchant la personne qui avait fait ça. Il n'y avait absolument personne. Pas de voiture. Pas de piéton. Rien. Une sensation glaciale m'a traversé le corps. Sur le moment, je me suis dit que j'avais simplement froid, que c'était l'humidité de la nuit. Puis la voix est revenue. Encore mon prénom. Murmuré, mais partout à la fois. Impossible de dire d'où ça venait. Devant moi, derrière moi, sur les côtés. Comme si l'air lui-même parlait. À ce moment-là, je me suis levé, paniqué, incapable de rester assis une seconde de plus. C'est là que j'ai entendu le bruit. Un raclement lent et sec. Le genre de son que ça fait quand on traîne une craie ou un objet dur sur de l'asphalte. Ça venait du bas de la route. Et ça se rapprochait. Droit vers moi. Le son devenait de plus en plus fort, plus distinct, et en même temps, je sentais mon corps se refroidir de plus en plus, comme si la chaleur me quittait. Puis, juste au moment où le raclement a cessé, une bourrasque m'a traversé. Pas un simple courant d'air. Quelque chose de brusque, qui m'a littéralement traversé le torse. Et plus rien. Le silence complet. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis retourné et j'ai couru. Aussi vite que j'ai pu. Tout le chemin. Les 5 kilomètres. Sans m'arrêter une seule fois. J'avais l'impression que si je ralentissais, quoi que ce soit qui se trouvait là me rattraperait. Je suis arrivé chez moi essoufflé, tremblant, incapable de me calmer pendant un long moment. Je n'ai jamais trouvé d'explication rationnelle satisfaisante. Je sais juste que cette nuit-là, seul au milieu de la route, quelque chose a prononcé mon nom. Et rien que d'y repenser, des années plus tard, me donne encore la chair de poule. La chose la plus étrange que j'ai vécue, c'est sans aucun doute la nuit qui a suivi la mort de mon chien. Il venait d'être euthanasié ce matin-là, assez brutalement, sans qu'on ait vraiment le temps de s'y préparer. C'était un choc pour toute la famille. Il faut savoir qu'il n'avait pas le droit de monter sur le lit de mes parents. En théorie. En pratique, dès qu'il quittait la chambre, il sautait dessus et se roulait dans les couvertures comme si c'était son endroit préféré au monde. Comme tout s'est passé très vite ce matin-là,
ma mère n'a même pas eu le courage de faire son lit avant de partir. Quand nous sommes rentrés à la maison après avoir passé un moment à pleurer et à encaisser la nouvelle, elle a essayé de se raccrocher à sa routine. Faire le ménage, s'occuper de la maison, continuer malgré tout. Parmi ses habitudes, il y avait refaire le lit. J'étais dans la chambre pendant qu'elle le faisait. Je m'en souviens très bien. Les draps étaient parfaitement tirés, les couvertures lisses, rien ne dépassait. C'était impeccable, presque trop propre, comme si elle essayait de remettre un peu d'ordre dans une journée qui n'en avait plus. Ensuite, nous sommes sortis de la chambre ensemble. On a rejoint mon père au salon et on a regardé la télévision tous les trois. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Absolument personne. Quand l'émission s'est terminée, ma mère s'est levée et a remonté le couloir vers la chambre. J'étais encore assis quand j'ai entendu son cri. Un cri court, surpris, presque paniqué. Je me suis levé d'un bond et je l'ai rejointe. Les couvertures étaient complètement en désordre. Bien pire que ce que mon chien faisait habituellement. Le lit avait l'air d'avoir été retourné, froissé, comme si quelqu'un s'était agité dessus pendant un long moment. Ce n'était pas un cas isolé. La même chose s'est produite pendant les jours qui ont suivi. Ma mère refaisait le lit. Nous quittions la pièce. Et plus tard, sans explication, les couvertures se retrouvaient à nouveau sens dessus-dessous. Puis, aussi soudainement que c'était apparu, tout s'est arrêté. Plus rien. Le lit restait intact. Dans ma famille, personne n'a jamais vraiment cherché une explication rationnelle. Pour nous, c'était évident. On est tous convaincus que mon chien est resté là quelques jours après sa mort. Comme s'il n'était pas prêt à partir tout de suite. Comme s'il voulait juste retrouver une dernière fois son endroit préféré, avant de nous laisser tranquilles. Quand j'avais 12 ans, ma grand-mère avait été hospitalisée pour une amputation de la jambe. Elle se remettait bien, mon grand-père avait rénové la maison lui-même pour l'adapter à sa nouvelle vie en fauteuil roulant, et ma mère prévoyait de m'acheter des billets d'avion pour que je passe l'été chez eux afin de l'aider à s'installer quand elle rentrerait à la maison. Une nuit, j'ai rêvé d'elle. Nous étions dans une prairie ensoleillée, des oiseaux chantaient, une brise légère soufflait, et ma grand-mère se trouvait au milieu de ce champ, assise dans un fauteuil roulant. Je me suis approché d'elle et elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, je vais bien, et tout ira bien. » Soudain, j'ai été arraché à ce rêve par la sonnerie du téléphone. Il était 2h01 du matin et ma famille appelait pour dire qu'elle était morte de façon inattendue. Après ses funérailles, des histoires ont commencé à circuler dans la famille. Mon grand-père jurait qu'elle savait qu'elle allait mourir parce qu'elle avait complètement perdu les pédales cette nuit-là, ce qui ne lui ressemblait pas du tout, elle qui avait habituellement un tempérament doux. Bon, pour être honnête, la morphine peut provoquer ce genre de choses. Elle refusait de se calmer jusqu'à ce que les infirmières appellent mon grand-père au milieu de la nuit pour qu'il vienne à l'hôpital la rassurer, ce qu'il a fait. Il a ensuite décrit son décès ainsi. Elle était redevenue elle-même et tout allait bien. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, puis elle a fermé les yeux. J'ai soudain été submergé par une grande somnolence et quand je me suis réveillé, elle était partie. Il a alors éclaté en sanglots, le pauvre. Il a eu le cœur brisé pendant les 16 années où il lui a survécu, et jusqu'à son lit de mort, il a juré qu'elle l'avait appelé cette nuit-là et qu'elle l'avait endormi, parce qu'elle savait. Mon cousin a raconté avoir senti une main sur son épaule pendant toute la durée des funérailles, et ma mère a expliqué avoir rêvé d'elle, la mettant en garde que si elle ne perdait pas de poids, elle finirait comme elle, c'est-à-dire en perdant une jambe à cause du diabète. C'était il y a 18 ans et je me souviens de ce rêve comme si c'était hier. Je ne sais pas si tout cela était réel ou simplement une coïncidence, mais si c'était réel, j'aime à penser que c'était très doux de sa part de nous quitter d'une manière aussi paisible. Ma meilleure amie et son père m'ont déposé devant chez moi après l'école parce que mes parents travaillaient encore. C'était une situation normale, banale, quelque chose qui arrivait souvent. J'ai remercié, j'ai fermé la portière et je me suis dirigé vers la porte d'entrée, sac sur l'épaule, déjà en train de penser à ce que j'allais faire en attendant que mes parents rentrent.
Pendant que je cherchais mes clés et que je déverrouillais la porte, je leur tournais complètement le dos. Je n'ai rien entendu. Aucun bruit de pas, aucun signe que quelque chose n'allait pas. De mon point de vue, c'était juste une fin de journée ordinaire. Ce que je ne savais pas, c'est que depuis la voiture, mon ami et son père ont vu quelque chose de totalement différent. Un homme, habillé comme un employé d'entretien de pelouse, est apparu sur le côté de la maison. Il s'est déplacé rapidement, en essayant de rester hors de ma vue, et s'est glissé derrière moi pendant que j'étais concentré sur la serrure. Il se rapprochait, silencieux. Ils ont réagi sans réfléchir. La voiture a brusquement reculé, le klaxon a hurlé encore et encore, brisant le calme du quartier. À ce moment-là, l'homme a détalé. Il a pris la fuite aussi vite qu'il était apparu, disparaissant entre les maisons comme s'il n'avait jamais été là. Je me suis retourné, complètement paniqué, sans comprendre ce qui se passait. Mon cœur battait à une vitesse folle. Quand ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient vu, mes jambes se sont mises à trembler. J'avais 14 ans et j'ai ressenti une peur pure, brute, le genre de peur qui vous coupe le souffle et vous fait réaliser à quel point vous êtes vulnérable. C'est ce jour-là que ma vision innocente du monde s'est effondrée. Avant, je pensais que rentrer chez soi était forcément sûr. Il y a environ 3 ans, je regardais la télévision en pleine journée. Il devait être 2 ou 3 heures de l'après-midi. La maison était silencieuse, baignée de lumière. Ma femme était au travail et j'étais complètement seul. Le téléviseur avait ce léger reflet brillant qu'on remarque parfois en plein jour, et je pouvais distinguer, dans ce reflet, la lumière du soleil venant du couloir. Je regardais l'écran sans vraiment y penser quand quelque chose a attiré mon attention dans cette zone de reflet. Une forme sombre est apparue. La silhouette d'un homme grand, clairement humaine, est entrée dans le champ du reflet comme si quelqu'un venait de passer dans le couloir derrière moi. Je me suis figé instantanément. Je n'ai pas bougé d'un millimètre. Pas un muscle. Pas un bruit. Je n'ai même pas changé ma respiration. Si quelqu'un m'avait observé à ce moment-là, j'aurais eu l'air complètement immobile, comme figé sur place. Mon cerveau essayait de comprendre ce que je voyais sans paniquer. La silhouette, elle aussi, s'est arrêtée net. Comme si elle avait remarqué que je la regardais. Elle est restée là 1 seconde ou 2, parfaitement immobile. Puis, d'une manière totalement absurde, elle a semblé lever le bras. Lentement. Comme un geste volontaire. Un salut. Un simple signe de la main. Ensuite, elle est sortie du champ du reflet, exactement comme quelqu'un qui continuerait son chemin dans le couloir. Je suis resté immobile encore un long moment après ça. J'écoutais. J'attendais un bruit. Une porte qui s'ouvre. Des pas. Une fenêtre qui claque. N'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Le silence total. Quand j'ai finalement trouvé le courage de me lever, j'ai fouillé la maison. Toutes les portes étaient verrouillées. Les fenêtres intactes. Aucun signe de passage. Rien qui puisse expliquer ce que j'avais vu. Pas même un objet déplacé. Avec le recul, je me dis que c'était probablement un jeu de lumière. Un angle particulier, une illusion causée par le soleil et le reflet sur l'écran. C'est l'explication la plus logique. Celle que je me répète encore aujourd'hui. Mais sur le moment, pendant ces quelques secondes où cette silhouette m'a fait face et m'a salué depuis le reflet de ma télévision, j'ai eu la certitude glaçante que je n'étais pas aussi seul que je le pensais. Et même si je sais rationnellement que ce n'était sûrement rien, cette image reste gravée dans ma mémoire avec un malaise très réel. Rien de surnaturel ou de franchement glauque cette fois, mais ça reste l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. J'ai fait une crise d'épilepsie généralisée sortie de nulle part. Et je précise, je n'ai absolument aucun antécédent neurologique. Rien. Jamais le moindre signe avant ça. Je me souviens être monté dans ma voiture après être sorti d'un restaurant où j'étais avec des amis. Tout semblait normal au début. Puis,
En l'espace de quelques secondes, j'ai commencé à entendre des sortes de chuchotements très forts. Pas des voix claires, plutôt comme un brouhaha pressant, étouffé, impossible à ignorer. En même temps, la tête s'est mise à tourner violemment. Une sensation de vertige écrasante, comme si mon cerveau n'arrivait plus à suivre. Par instinct, j'ai retiré les clés du contact. Je savais juste qu'il ne fallait surtout pas conduire. J'ai ouvert la portière et je suis retourné en courant vers le restaurant, complètement désorienté, avec cette impression que quelque chose de très grave était en train de se produire. J'ai réussi à rentrer à l'intérieur, à atteindre mes amis. Et ensuite, plus rien. Le noir total. La prochaine chose dont je me souviens, c'est une douleur intense au centre de la poitrine. Quelqu'un me frottait violemment le sternum pour me réveiller. J'ai ouvert les yeux et il y avait des secouristes penchés au-dessus de moi. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas où j'étais. Je ne comprenais pas pourquoi ces gens me regardaient avec autant d'urgence ni pourquoi tout le monde avait l'air si inquiet. Il y avait du sang partout. Sur mes vêtements, sur le sol, sur mes mains. Je ne savais même pas s'il venait de moi ni comment il était arrivé là. Mon esprit était complètement vide, comme si on avait appuyé sur un bouton reset. Cette sensation d'être conscient mais sans identité, sans contexte, sans souvenir récent, est impossible à décrire correctement. La perte totale de mémoire, même temporaire, est une terreur pure. Ce n'est pas une peur panique ou une montée d'adrénaline. C'est quelque chose de plus profond. La réalisation brutale que, sans tes souvenirs, tu n'es plus vraiment quelqu'un. Et pendant ces longues minutes où je ne comprenais rien, c'était exactement ce que je ressentais. Une coquille vide, éveillée, terrifiée, incapable de raccrocher la réalité à quoi que ce soit de familier. Des trucs vraiment bizarres se passent dans la maison ces derniers temps. Pas les bruits habituels d'une maison. Quelqu'un a frappé très fort à la porte, mais quand mon petit ami a ouvert quelques secondes plus tard, il n'y avait absolument personne. C'est étrange parce que notre maison est isolée, au bout d'une longue allée assez dangereuse, pas vraiment l'endroit idéal pour faire une blague du genre sonner et s'enfuir. En plus, mon copain aurait forcément vu quelqu'un repartir en remontant le chemin si quelqu'un avait été là. Et ça devient encore plus étrange. De temps en temps, j'entends quelqu'un entrer dans le sous-sol, qui n'est accessible que de l'extérieur, faire du bruit pendant un moment, puis ressortir en claquant la porte. Si c'est juste quelqu'un qui fouine, il ne fait vraiment aucun effort pour être discret. Et il n'y a rien là-dessous à voler. Le truc avec le sous-sol, c'est qu'il est super flippant et chaque fois que j'y vais pour faire la lessive, j'ai cette sensation constante de devoir regarder derrière moi. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais ce sont surtout les 2 dernières nuits qui m'ont marqué. Avant hier soir, je suis venu me coucher et des choses sur ma table de chevet avaient été déplacées. J'ai une lampe, une pile de livres avec un petit bol posé dessus rempli de pétales de rose séchés. Le livre du dessus avait été déplacé dans un espace libre de la table et les pétales avaient été soigneusement dispersés autour du livre. J'ai un peu balayé ça en me disant que c'était une blague bizarre de mon copain, mais quand je lui ai demandé, il n'en savait absolument rien. Mais ce qui s'est passé la nuit dernière me perturbe vraiment. J'étais au lit avec mon copain et j'ai cru que mon chat avait sauté sur le lit parce que j'ai senti ce que je pensais être lui marcher autour de mes jambes, en appuyant sur le matelas. Il est assez lourd, donc j'étais persuadé que c'était lui. Sauf qu'il n'y avait aucun chat sur le lit. Ce n'était pas mon copain non plus puisqu'il était immobile à côté de moi. J'aurais dû allumer la lumière, mais je n'ai pas réussi à m'y résoudre. Je rentrais chez moi à vélo tard dans la nuit. Les rues étaient presque vides, éclairées seulement par quelques lampadaires, et tout était calme, trop calme. En face de moi, j'ai vu arriver un type assez imposant, lunettes de soleil sur le visage alors qu'il faisait nuit noire. Rien que ça m'a mis mal à l'aise. Quand il a été à ma hauteur, il m'a fait signe de m'arrêter. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit calmement : « Est-ce que ça te dérange si je te pose quelques questions ? » Le mot « question » m'a immédiatement glacé. Pas une question, mais plusieurs. Je ne saurais pas expliquer pourquoi,
mais mon instinct m'a hurlé de ne pas rester là. J'ai répondu quelque chose comme « Non désolé, je dois y aller ». Et j'ai recommencé à pédaler pour m'éloigner. Au prochain pâté de maison, le feu était rouge. Je me suis arrêté, un peu agité, et j'ai jeté un coup d'œil derrière moi. C'est là que je l'ai vu. Il courait vers moi. Pas en marchant vite. En courant vraiment. Il devait être à une vingtaine de mètres et mon estomac s'est noué instantanément. J'ai paniqué. J'ai redémarré sans même réfléchir. J'ai senti qu'il se rapprochait. Il a réussi à s'approcher à peut-être 1 mètre ou 2 de moi avant que je ne prenne assez de vitesse pour lui échapper. J'entendais ses pas derrière moi, lourds, réguliers, beaucoup trop proches. Je me suis mis à sprinter sur mon vélo comme jamais. 3 ou 4 rues plus loin, j'ai enfin osé regarder en arrière en me disant que c'était sûrement fini. Il était toujours là. Toujours en train de courir après moi. À cette distance, ce n'était plus un malentendu, ni une coïncidence. Je n'ai jamais pédalé aussi fort de toute ma vie. Mes jambes brûlaient, mes poumons étaient en feu, mais je n'ai pas ralenti une seule seconde jusqu'à être enfin arrivé chez moi. J'ai claqué la porte, verrouillé, et je suis resté là, adossé contre le mur, à essayer de reprendre mon souffle. J'ai failli être kidnappé quand j'avais 4 ans et c'est l'un de mes souvenirs les plus vifs. J'ai grandi dans une très petite ville, moins de 10 000 habitants. J'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi. Ma grand-mère s'occupait souvent de nous. Quand j'avais entre 4 et 5 ans, j'ai été emmené par un homme qui, heureusement, n'est pas allé très loin avec moi. Un matin tôt, ma grand-mère a emmené mon frère et moi à la laverie. Juste à côté de la laverie se trouvait une salle d'arcade. J'ai aujourd'hui la fin de la trentaine. Les lumières des jeux étaient allumées en permanence et elles nous fascinaient. J'ai convaincu ma grand-mère de nous laisser sortir pour regarder les jeux à travers les vitrines de la salle d'arcade. C'est à ce moment-là qu'un homme s'est approché de mon frère et de moi et nous a demandé ce que nous faisions, où était notre maman, etc. Je ne me souviens pas des mots exacts. À un moment donné, il m'a attrapé la main et a commencé à m'entraîner. Je me souviens encore de la sensation de sa main et de la force avec laquelle il serrait la mienne. Il m'a tiré vers le parking puis en direction d'un parc. Le parc était plus haut que le parking et il y avait un petit muret de soutènement, peut-être d'environ 1 mètre, qui séparait les deux. Je me souviens très clairement avoir été tiré par-dessus le muret, d'avoir posé le pied sur le sol en hauteur et de m'être retourné pour entendre et voir ma grand-mère crier « Hey !» et c'est à ce moment-là qu'il a lâché ma main. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ensuite, mais un peu plus tard je sais que la police est arrivée. Je me souviens qu'il parlait avec moi, mon frère et ma grand-mère. Je me souviens de ce que je portais, de mes cheveux attachés en couette, et du fait que mon petit frère portait un pantalon en velours côtelé marron et un col roulé blanc. En grandissant, j'ai réalisé que c'était la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée. C'était ma dernière année de lycée. Un soir chaud de mai, je me préparais à aller me coucher quand j'ai entendu des cris venant de l'extérieur. Je les ai ignorés jusqu'à ce que je me glisse enfin dans mon lit. Peu de temps après avoir fermé les yeux, j'ai entendu « Je veux te baiser » à travers la fenêtre ouverte de ma chambre. J'étais confuse, alors je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. Mon voisin était là, debout près de la clôture qui séparait nos jardins, en train de regarder vers ma fenêtre ouverte. J'étais vraiment terrifié et j'ai hésité à en parler à mes parents. Mais il faisait sombre et je ne savais pas s'il me criait dessus à moi ou à quelqu'un d'autre que je ne pouvais pas voir. Je ne le connaissais pas très bien. Nous ne nous étions jamais parlé et je ne voyais pas vraiment de raison d'en faire toute une histoire. Le lendemain matin, j'étais seul à la maison en train de me préparer pour l'école. J'ai vu mon voisin traîner dans son jardin et nous avons échangé un regard gêné à travers la fenêtre du salon. Je n'y ai pas prêté attention. Vers 8h30 ce matin-là, j'ai entendu mon chien dans le jardin aboyer, et cela devenait agressif. Alors que j'étais dans la salle de bain, j'ai entendu la porte arrière s'ouvrir. J'ai pensé machinalement, c'est juste maman, mais au fond de moi, j'avais un étrange pressentiment que c'était mon voisin.
Mon instinct avait raison. Encore aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante d'avoir écouté cette petite voix dans ma tête. Nous nous sommes retrouvés dans la cuisine. Il était là, à 1,50 m ou 2 mètres de moi, avec un couteau de cuisine d'une vingtaine de centimètres à la main. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Il avait l'air effrayé, presque comme s'il ne voulait pas faire ce qu'il s'apprêtait à faire. En même temps, il avait ce regard fou et lubrique dans les yeux. Il a dit « Ne bouge pas ». La seule pensée qui me traversait l'esprit était « Si tu veux vivre, cours. Maintenant. Tu sais quand tu fais ces cauchemars où quelqu'un te poursuit mais que ton corps te paraît incroyablement lourd. » C'est exactement ce que mon corps ressentait à cet instant. J'avais envie de m'évanouir et je suis tellement soulagé de ne pas l'avoir fait. En courant hors de la maison, je me souviens avoir crié « Non ». Je suis tombé dans les escaliers à l'entrée du porche, je me suis relevé et j'ai dû frapper à 2 ou 3 maisons différentes avant que quelqu'un n'ouvre enfin sa porte. Toute la police de ma ville est intervenue. L'homme est retourné chez lui. Apparemment, c'était un alcoolique en échec de désintoxication et il avait bu 2 litres de vodka la veille au soir. Il a avoué à la police qu'il m'observait à travers la fenêtre de ma chambre depuis des mois. Lorsque la police a fouillé sa maison, ils ont trouvé des photos de moi qu'il avait prises, accompagnées de descriptions explicites de ce qu'il voulait me faire. C'est probablement le moment le plus terrifiant et le plus embarrassant de toute ma vie. Une nuit, je marchais sur un sentier non éclairé derrière ma maison. Il était 4 heures du matin. L'obscurité semblait avaler tout ce qui se trouvait autour de moi. La pleine lune éclairait faiblement le paysage, juste assez pour dessiner des ombres étirées sur le sol et donner au monde une apparence irréelle. Je marchais tranquillement quand j'ai entendu des pas derrière moi. Des pas étranges. Lents. Irréguliers. Je me suis retourné brusquement. Personne. Le sentier était vide. Le silence est retombé d'un coup, encore plus lourd qu'avant. Un peu nerveux, j'ai repris ma route en essayant de me convaincre que ce n'était rien. Le bruit est revenu, exactement derrière moi. Mon cœur s'est mis à battre beaucoup trop fort. Je me suis retourné une deuxième fois. Toujours rien. À ce stade, j'étais vraiment tendu. J'ai recommencé à avancer, plus vite cette fois, l'esprit en alerte. Puis j'ai baissé les yeux. Tout le sang a quitté mon visage. La lune s'était parfaitement alignée derrière moi et projetait devant mes pieds l'ombre nette d'un homme qui semblait me suivre de près. Une silhouette humaine, allongée, distincte. Sans réfléchir, j'ai crié et je me suis emmêlé les pieds, chutant lourdement sur le sol. Alors pourquoi est-ce embarrassant, tu te demandes? En réalité, j'avais un caillou coincé dans ma chaussure. À chaque pas, il raclait le béton d'une façon particulière, produisant ces bruits de pas que je pensais ne pas être les miens. Déjà fatigué, seul, dans le noir complet, mon cerveau a commencé à s'emballer. La parano s'est installée toute seule. Et l'ombre. La lune était derrière moi quand j'ai regardé le sol. Ce qui veut dire une chose très simple. Cette silhouette terrifiante n'était autre que la mienne. J'étais en train de paniquer à cause de mes propres pas et de ma propre ombre. Cela s'est passé il y a environ 3 ans. Je vivais avec une colocataire et j'allais à l'école, j'avais environ 22 ans et je suis une femme. C'était un soir de semaine et ma coloc m'avait dit qu'elle sortait en boîte et qu'elle dormirait chez une autre amie. Elle m'avait invité, mais je n'avais pas vraiment envie d'y aller. À la place, j'avais prévu de rester affalé, regarder de la télé débile et travailler sur mes devoirs. Vers 22 heures, je suis allé à la station essence pour acheter des bonbons et des boissons énergisantes. Je me souviens très bien de ce jour parce que j'étais sorti des cours assez tôt, je venais de me faire coiffer et je me sentais plutôt confiante et mignonne. Je suis entré dans la station-service et il y avait 3 gars, probablement dans la vingtaine, qui traînaient là. Ils ressemblaient à des étudiants lambda, et je me souviens que l'un d'eux avait des cheveux blonds en bataille et était couvert de tatouages. J'ai remarqué que l'un d'eux donnait un coup de coude à un autre et faisait un signe de tête dans ma direction pendant que je choisissais mes snacks,
mais je n'y ai pas prêté attention. Ils ont payé avant moi et sont sortis. Après avoir pris mes affaires, je suis allé sur le parking et je les ai vus assis dans une voiture pourrie et cabossée, tous les trois en train de me fixer. Je suis monté dans ma voiture et je suis reparti chez moi, ce qui était littéralement à quelques minutes de la station, et ils ont démarré et m'ont suivi. Au début, je ne me suis pas inquiété, me disant qu'ils allaient sûrement dans la même direction que moi. Mais j'habitais assez profondément dans un lotissement avec beaucoup de virages et après une minute à enchaîner les tournants, j'ai remarqué qu'ils semblaient vraiment me suivre. Je suis devenu nerveuse en me rappelant que j'étais seul chez moi, alors j'ai continué à rouler sans m'arrêter devant ma maison. Je suis sorti du quartier pour reprendre la route principale et ils étaient toujours derrière moi. J'ai continué à conduire un moment et ils ont accéléré, se rapprochant dangereusement. Puis ils ont commencé à faire des appels de phare et se sont même mis à ma hauteur en baissant leurs vitres. La part de moi qui croit encore en l'humanité s'est dit « C'est quoi ce bordel ? J'ai un pneu dégonflé ou quoi ?» Mais quand j'ai regardé et que je les ai vus me reluquer, j'ai compris que ce n'était pas ça et j'ai immédiatement commencé à paniquer. Nous étions maintenant sur une portion de route plus déserte et ils zigzaguaient presque comme s'ils allaient me rentrer dedans, alors j'ai accéléré. Tout ce à quoi je pensais, c'était « Est-ce que je dois aller au commissariat ? C'est à 15 minutes d'ici et il y a plein de feux rouges sur le trajet. Et si je dois m'arrêter et qu'ils bloquent ma voiture ? » Heureusement, à ce moment-là, je me rapprochais de la maison de ma sœur. Elle habite assez près de chez moi, environ 15 minutes, mais dans la direction opposée du commissariat. Mes mains tremblaient et j'essayais de rester sur la route pendant que ces abrutis accéléraient, ralentissaient et tentaient de me pousser hors de la chaussée, mais j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma sœur. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Sans préambule, je lui ai immédiatement demandé si Josh, son mari, était à la maison. Elle avait l'air confuse, mais elle a dit oui. Josh est militaire et je savais qu'il possédait des armes. C'est quelqu'un de bien, mais on ne parlait pas beaucoup et je ne me sentais pas particulièrement proche de lui. Dis-lui de prendre son arme et de venir dans l'allée, s'il te plaît. À ce stade, j'étais presque en larmes. J'ai laissé tomber mon téléphone et l'un de ces types a lancé quelque chose, je crois une bouteille de coca en plastique, sur la vitre côté conducteur quand ils se sont rapprochés. J'ai enfin vu la maison de ma sœur et je me suis engagé dans l'allée. Toute la maison était dans le noir. Pas de lumière sur le perron. Rien. J'étais foutu. J'avais mal compris. Il n'était même pas à la maison et il n'y avait aucun voisin assez proche pour que je puisse courir demander de l'aide. Les gars se sont arrêtés derrière moi, m'empêchant de reculer, et ils sont tous sortis de la voiture. Ils ont commencé à s'approcher de la mienne et l'un d'eux a même attrapé la poignée et a tiré dessus. À ce moment-là, je cherchais désespérément mon téléphone à nouveau. Merde, merde, merde. Est-ce que j'ai une arme ici ? Est-ce que je dois prendre mon téléphone et essayer de courir ? Est-ce que je dois leur rouler dessus ou rester enfermé dans la voiture ? Dans la fraction de seconde où j'ai levé les yeux, deux choses se sont produites. D'abord, j'ai croisé le regard du blond aux cheveux en bataille, celui qui tirait sur ma portière. Il n'avait pas l'air en colère ni ivre. Son regard était vide et prédateur. Alors que j'étais paralysé par la terreur, lui avait l'air froid, comme s'il avait déjà fait ce genre de choses auparavant. Les autres essayaient d'ouvrir les autres portes, mais je n'arrivais pas à détourner les yeux du blond, à quelques centimètres de mon visage, séparé de moi uniquement par la vitre. Ensuite, j'ai enfin vu une silhouette bouger derrière lui dans l'obscurité et j'ai entendu un énorme bang. Tous les gars se sont arrêtés et ont regardé, et mon héros, mon beau-frère, est sorti de l'ombre en contournant la maison. Il a pointé son arme sur eux et leur a ordonné de dégager. Ils ont couru jusqu'à leur voiture et sont partis en trombe, en hurlant des insultes à Josh et à moi. Quand ils sont partis, ma sœur est sortie et m'a fait entrer. La scène dans l'allée donne l'impression à l'écrit que cela a duré longtemps, mais en réalité, cela n'a pris que quelques minutes. À cause de ça, et parce qu'il faisait très sombre, nous n'avons pas pu relever la plaque d'immatriculation. Nous avons appelé la police et ils sont venus prendre nos dépositions. Ils ont dit qu'ils feraient patrouiller quelqu'un dans le secteur pour surveiller les voitures du même modèle et de la même couleur, mais que sans numéro de plaque,
ce serait difficile de les retrouver. Malheureusement, il n'en est jamais rien sorti. Ils n'ont jamais attrapé ces salauds. Je ne peux que me demander ce qu'ils voulaient faire de moi, ce qu'ils avaient prévu, ou ce qui serait arrivé si Josh n'avait pas été là. Il y a quelques années, je logeais chez mes parents pour m'occuper de leurs chats pendant qu'ils étaient en vacances. Un matin, un peu avant 5 heures, j'ai été réveillé par le bruit de la vitre de la porte d'entrée grillagée qui volait en éclats, suivi de coups violents contre la porte. Je suis allé ouvrir pour comprendre ce qui se passait. Pour faire court, un des voisins avait un enfant adulte qui vivait encore chez eux et qui a fait une grave crise psychotique. Il a tenté de tuer ses 2 parents avec un grand couteau de boucher. Sa mère a réussi à s'échapper et a couru jusqu'à la maison de mes parents. Je l'ai laissé entrer, évidemment. Ses bras et ses mains étaient couverts de blessures de défense et elle avait aussi été poignardée plusieurs fois. Elle a survécu. Son mari, non. Le fils s'est suicidé. La partie la plus effrayante, je ne l'ai réalisée que plus tard. Au moment où j'ai fait rentrer la mère, en refermant la porte, j'ai cru voir quelqu'un d'autre. J'ai rouvert en pensant que c'était peut-être le père qui avait aussi besoin d'aide. Il n'y avait personne, alors j'ai refermé la porte et je suis retourné m'occuper de la mère. Un voisin, réveillé par le bruit et qui avait regardé par la fenêtre, m'a dit plus tard que la personne que j'avais vue était le fils, qui poursuivait sa mère jusque sur les marches de la maison de mes parents. Il s'est détourné après que j'ai fermé la porte et est retourné tuer son père à la place. Si j'avais mis 5 secondes de plus à la faire entrer, elle aurait très probablement été tuée sur le pas de la porte. Et si j'avais rouvert la porte quelques secondes plus tôt, il aurait encore été là. Donc oui, c'était vraiment terrifiant. Je vivais avec ma sœur et son mari à Las Vegas. C'était un appartement d'une chambre situé au dernier étage d'un immeuble de 3 étages. Un jour, je me préparais pour aller travailler et j'ai appelé ma sœur parce que je cherchais un coupe-ongles. Ma sœur et son mari étaient déjà partis au travail, alors je l'ai appelée pour lui demander si elle en avait un. Elle m'a dit qu'il y en avait un sur sa coiffeuse, je suis donc allé le chercher et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix demander de l'aide. La voix était claire et semblait appartenir à un jeune homme caucasien. Je suis d'origine mexicaine et mon beau-frère est originaire d'Amérique du Sud. Naturellement, j'étais confuse et j'ai regardé autour de moi. C'était un appartement d'une seule chambre et il n'était pas très grand, donc il aurait été facile de repérer un intrus. Je n'ai vu personne, alors je suis retourné chercher le coupe-ongles. Puis je l'ai entendu à nouveau, cette voix masculine demandant de l'aide, « Bonjour, pouvez-vous m'aider ?» Je lui ai demandé qui était là, mais il s'est contenté de redemander de l'aide. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas, que je devais aller travailler, et c'est tout. Plus tard, à la fin de mon service, je suis rentré à la maison. J'ai raconté à ma sœur que quelqu'un avait demandé de l'aide et elle m'a demandé, est-ce que ça ressemblait à la voix d'un jeune homme. Au début, j'ai cru que je le lui avais déjà dit et qu'elle me le répétait. Je lui ai demandé si je lui en avais déjà parlé et elle m'a répondu, non, je l'ai entendu aussi. J'ai pensé qu'elle se moquait de moi, alors je n'y ai pas trop prêté attention. Mon beau-frère est rentré du travail une trentaine de minutes plus tard. Ma sœur lui a alors demandé, devine avec qui elle a parlé aujourd'hui. Il est devenu pâle et son visage s'est durci. Le jeune homme t'a demandé de l'aide ? Là, j'ai vraiment flippé, parce qu'il venait à peine d'entrer et il savait immédiatement ce qui s'était passé. Ma sœur regardait la télévision et n'avait pas son téléphone près d'elle, il n'y avait donc aucun moyen qu'elle lui ait dit. Je n'ai plus jamais rien entendu après ça, mais c'était glaçant de savoir qu'ils avaient tous les deux vécu la même chose auparavant. J'étais au lycée et je travaillais comme surveillant de piscine et homme à tout faire dans une piscine privée. C'était un petit boulot assez tranquille en général, surtout quand il n'y avait pas trop de monde. Ce jour-là, le temps a tourné d'un coup. Un orage est arrivé rapidement et les clients sont partis presque en courant, laissant derrière eux la piscine vide et cette atmosphère étrange que les lieux prennent quand tout le monde disparaît d'un coup. Il ne restait plus que moi et 2 autres employés.
Quelques poubelles étaient encore pleines et mon patron m'a demandé de les emmener jusqu'au conteneur avec notre petit véhicule utilitaire, un John Deere Gator. Sur le moment, ça ne m'a pas semblé être une grosse mission. Juste un dernier truc à faire avant de se mettre à l'abri. Mais dès que je me suis dirigé vers le Gator, la pluie s'est intensifiée. Le vent s'est levé et les éclairs ont commencé à tomber de plus en plus près. Je roulais aussi vite que possible à travers les deux parkings, les essuie-glaces peinant à suivre, l'orage frappant tout autour de moi. Le bruit de la pluie sur le toit du véhicule était assourdissant. En approchant du conteneur, j'ai aperçu quelque chose dans les bois juste à côté. Une silhouette sombre, immobile. Sur le coup, j'ai pensé que ça pouvait être un gamin resté en arrière, peut-être en train de faire une connerie ou de se cacher de la pluie. Ça m'a semblé assez plausible. J'ai ralenti et j'ai arrêté le Gator à une quinzaine de mètres du conteneur pour essayer de mieux voir. Je suis descendu du véhicule. À l'instant précis où mes pieds ont touché le sol, la foudre a frappé le conteneur. Un éclair d'une violence absolue. Tout est devenu blanc. Mes oreilles se sont mises à siffler horriblement, comme si le monde entier venait d'exploser autour de moi. J'ai été projeté au sol ou peut-être que mes jambes ont simplement lâché, je ne sais plus vraiment. Allongé par terre, désorienté, j'ai eu une pensée très claire et très simple. Je me suis dit que c'était fini. Que la foudre m'avait touché et que j'étais mort. Il y a eu quelques secondes irréelles où je ne sentais presque plus mon corps, juste ce bourdonnement intense dans ma tête et cette certitude étrange. Puis, petit à petit, j'ai repris mes esprits. J'ai réalisé que je respirais encore. Que j'étais vivant. Tremblant, encore à moitié sourd, je me suis relevé, j'ai jeté les sacs poubelles dans le conteneur et je suis reparti aussi vite que possible, sans même regarder à nouveau vers les bois. Le lendemain, à la lumière du jour, j'y suis retourné. J'ai voulu comprendre ce que j'avais vu. La fameuse silhouette sombre n'était rien d'autre qu'un enchevêtrement de lianes et de plantes foncées, rendu inquiétant par la pluie et l'obscurité. Rien de surnaturel. Rien de mystérieux. Mais cette fraction de seconde où la foudre a frappé juste devant moi, et où j'ai vraiment cru mourir, reste gravée dans ma mémoire comme l'un des moments les plus intenses et les plus effrayants de toute ma vie. Il y a quelques années, j'étais dans un état émotionnel vraiment très sombre. Le genre de période où tout semble lourd, étouffant, sans issue. J'avais des moments où je restais simplement allongé dans mon lit, à fixer le plafond, avec cette pensée obsédante de vouloir disparaître. Pas forcément agir, mais ne plus être là. Quand j'étais seul, il m'arrivait de parler à voix haute, de laisser sortir ce que j'avais sur le cœur, de pleurer sans retenue. Dit comme ça paraît pathétique, et je le ressentais comme tel, mais sur le moment, ça m'aidait un peu à ne pas exploser. La chose la plus dérangeante de toute cette période est arrivée pendant l'un de ces épisodes. J'étais allongé dans mon lit, dans ma chambre plongée dans le noir total. Pas la moindre lumière, pas un bruit venant de l'extérieur. Mon mari était en déplacement professionnel depuis presque un mois. En réalité, tout allait bien entre nous, mais dans mon état d'esprit de l'époque, je me sentais abandonné, seul au monde, comme si personne ne pouvait réellement m'atteindre. Je me suis mis à parler à voix haute. À dire des choses comme j'aimerais avoir quelqu'un à qui parler, pourquoi est-ce que je suis toujours seul, pourquoi personne n'est jamais là quand j'en ai besoin. Ma voix tremblait, je pleurais, complètement enfermé dans mes pensées. Et puis, j'ai entendu quelque chose. Un bruit dans le coin de la pièce. Pas un craquement isolé ou un son vague qu'on peut attribuer à la maison qui travaille. Non. C'était un mouvement. Quelque chose de lourd. Comme si une personne se tenait là, à faire quelques pas sur place. Le plancher a craqué sous un poids distinct, suivi d'un bruit de frottement, de déplacement lent. Mon sang s'est glacé instantanément. Je n'osais plus respirer. J'étais figé, incapable de bouger, les yeux grands ouverts dans le noir. Chaque seconde semblait durer une éternité. Le son a continué quelques instants, suffisamment longtemps pour que je comprenne que ce n'était pas mon imagination en train de s'emballer. La seule chose que j'ai réussi à faire,
s'est tiré les couvertures par-dessus ma tête, comme une enfant. J'ai murmuré, puis supplié, qu'on me laisse tranquille. Quoi que ce soit, ou qui que ce soit, je voulais juste que ça parte. Le bruit s'est arrêté. Je ne sais pas ce que c'était. Je n'ai jamais cherché à l'expliquer rationnellement, ni à trouver une réponse qui me rassurerait. Une part de moi préfère ne pas savoir. Mais depuis ce jour-là, je fais très attention à ce que je dis quand je suis seul, surtout dans le noir. Un matin très tôt, sur la route du travail, j'ai pris un autostoppeur. Il était habillé comme un ouvrier des routes, gilet voyant, vêtements sales, rien qui paraissait particulièrement suspect. C'était encore calme, presque trop silencieux, ce genre d'heure où la journée n'a pas vraiment commencé et où tout semble un peu irréel. On roulait tranquillement à travers une petite ville quand on est passé devant une maison complètement bouclée. Du ruban de police partout, plusieurs voitures de flics garées devant, des gyrophares encore allumés. Ça attirait forcément l'attention. Je regardais la scène en essayant de comprendre ce qui avait bien pu se passer là. C'est à ce moment-là que le type s'est tourné vers moi et m'a dit, d'un ton parfaitement neutre. Il y a eu un double meurtre là ce matin. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans le fait d'entendre ça sortir de la bouche d'un inconnu, assis juste à côté de moi, enfermé avec moi dans la voiture. Mon esprit a fait un bond absurde mais immédiat. Et s'il allait ajouter qu'il y était pour quelque chose? Et s'il allait avouer? Et s'il allait me tuer aussi, là, maintenant? Tout ça s'est passé en une microseconde, mais la peur était bien réelle. Puis le moment est passé. Le choc est retombé. Je me suis rendu compte à quel point la situation était bizarre, presque comique avec le recul. J'ai éclaté de rire nerveusement et je lui ai dit que dit comme ça, c'était incroyablement flippant. Il a rigolé aussi, sans arrière-pensée apparente, comme si c'était la chose la plus normale du monde. On a continué la route sans incident. Il est descendu un peu plus loin, m'a remercié, et c'était fini. Il ne m'a pas tué. Rien de dramatique ne s'est produit. Mais pendant un instant très précis, coincé dans cette voiture, j'ai vraiment cru que j'étais à 2 mots d'une confession qui aurait très mal tourné. Et cette sensation-là, aussi brève soit-elle, était franchement terrifiante. J'avais environ 10 ans. J'étais rendormi dans mon lit quand un bruit venant de la rue m'a réveillé. Un son inhabituel, assez fort pour me sortir du sommeil. Il devait être autour d'1h30 du matin. À cette heure-là, tout le monde dormait et notre rue était toujours complètement vide. La rue devant la maison était une grande voie à double sens, séparée par une bande de pelouse avec des plantes et quelques petits arbres. Je me suis levé et je suis allé regarder par la fenêtre, encore à moitié endormi. C'est là que j'ai vu un pick-up blanc passer devant la maison, mais de l'autre côté de la rue. Il roulait lentement, sans musique, sans bruit particulier. Puis, un peu plus loin, il a fait demi-tour. Le camion est revenu en direction de notre maison et a ralenti encore plus. Il s'est arrêté un instant, puis a commencé à reculer très lentement. À ce moment-là, le passager a allumé une lampe torche extrêmement puissante. Le faisceau de lumière balayait la façade, fenêtre par fenêtre. La lumière entrait directement dans les pièces, comme s'ils inspectaient l'intérieur, prenant leur temps, sans aucune précipitation. Le pick-up a ensuite avancé à nouveau, toujours au ralenti, la lampe encore allumée. Quand il est passé devant notre maison, la lumière s'est éteinte. Le camion s'est arrêté un peu plus loin. Il est resté immobile. J'observais sans bouger, le cœur battant, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis il a recommencé. Il a reculé lentement, s'est arrêté pile en face de chez nous et a attendu. Juste là. Sans lumière. Sans bruit. Comme s'ils observaient, ou qu'ils hésitaient. Chaque seconde me semblait interminable. J'avais l'impression qu'ils savaient que quelqu'un regardait derrière les rideaux. Finalement, le pick-up est reparti et a disparu au bout de la rue. Je suis resté figé encore longtemps après,
incapable de retourner me coucher tout de suite. Je n'ai rien entendu d'autre cette nuit-là. Personne n'est jamais sorti. Rien ne s'est passé après. Mais cette scène m'est restée gravée. Même aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qu'il cherchait, ni pourquoi notre maison en particulier. Ce sentiment d'avoir été observé, choisi au hasard au milieu de la nuit, reste l'une des choses les plus dérangeantes que j'ai vécues enfant. Mon mari et moi avons acheté une nouvelle maison au mois d'août dernier. Très vite après avoir emménagé, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange, surtout quand je cuisinais. J'avais souvent l'impression très nette d'être observé. Au début, je mettais ça sur le compte de l'un de nos chats. Je me retournais en pensant le surprendre en train de me fixer, mais il était presque toujours dans une autre pièce. La première chose que j'ai vue, c'était une ombre. Petite, basse, à peu près de la taille d'un gros chat ou d'un petit chien. Ça passait rapidement dans mon champ de vision, juste assez pour que je me dise que je n'avais pas rêvé. Puis un jour, j'ai clairement distingué une forme. Brune, rayée. Et surtout, ça a disparu bien trop vite pour être l'un de nos chats. Aucun bruit, aucun mouvement logique. Juste là, puis plus rien. Étrangement, je n'ai jamais ressenti de peur intense. Cette présence ne faisait rien. Elle semblait simplement regarder. Observer tranquillement. Il n'y avait aucune sensation de menace, aucune mauvaise intention. Je me disais aussi que les animaux sentent ce genre de choses bien mieux que nous. Or, nos chats n'avaient jamais l'air perturbés. Au contraire, ils se couchaient souvent dans la pièce où je voyais cette chose, parfaitement détendue, comme si tout était normal. Un jour, j'en ai parlé à mon mari, un peu hésitante, de peur d'avoir l'air ridicule. À ma grande surprise, il m'a regardé très sérieusement et m'a dit qu'il avait vu la même chose. Une sorte de chat fantôme, brun et rayé. À partir de là, ce n'était plus juste moi. Pendant plusieurs mois, ça nous arrivait à tous les deux. De temps en temps, l'un de nous disait simplement « Je viens encore de voir le fantôme ». C'est devenu presque banal. Une présence discrète, silencieuse, qui apparaissait puis disparaissait sans jamais interagir avec quoi que ce soit. Puis, il y a environ un mois, quelque chose de différent s'est produit. Je me suis réveillé et j'ai vu, au bout du lit, un long chat brun et rayé. Il ne touchait pas vraiment le sol. Il semblait flotter. Il y avait comme des petites lumières, des étincelles qui émanaient de lui, quelque chose de doux et irréel. Je n'ai pas paniqué. J'ai tendu la main, presque machinalement, pour le toucher. Et il a disparu. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si j'étais complètement réveillé ou si je rêvais encore à moitié. La scène me paraît à la fois incroyablement claire et étrangement floue. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais revu le chat fantôme. J'ai un ami qui vit à environ 90 minutes au nord de chez moi et qui descend passer le week-end chez nous toutes les 2 semaines environ. Le vendredi soir, on fait quelque chose près de chez lui, puis on rentre ensemble chez moi vers 1h du matin. Un vendredi soir, nous roulions sur la voie de contournement pour rejoindre l'autoroute quand, soudain, il a sursauté sur son siège et a dit, pendant une seconde, « J'ai cru qu'on était tous les deux morts et qu'on allait conduire sur cette route pour toujours. » C'est une pensée sacrément morbide, mais j'ai simplement ri en lui disant que ce serait vraiment nul de rouler éternellement sur une voie de contournement. Il a ajouté quelque chose du genre, « Ouais, et puis je n'aurais pas envie de n'avoir que toi comme compagnie pour l'éternité, alors je commencerai sûrement à hanter d'autres voitures en surgissant devant elles pour provoquer un accident, histoire d'avoir un peu de compagnie sur la route. » Nous avons rapidement laissé tomber le sujet et, à ce moment-là, nous avions déjà rejoint l'autoroute. Environ 10 minutes plus tard, je suis arrivé au sommet d'une petite montée et j'ai dû freiner brutalement parce qu'un homme venait de surgir sur la chaussée, juste devant ma voiture. Au début, j'ai pensé que j'allais m'arrêter, puis je suppose que soit j'ai paniqué, soit j'ai réalisé que je n'aurais pas le temps de m'arrêter sans le percuter, alors j'ai déboîté sur l'autre voie pour l'éviter. J'ai regardé dans mon rétroviseur pour voir ce qu'il faisait, prêt à faire un commentaire à ce sujet. Je crois que j'ai commencé à dire quelque chose comme «
ce serait flippant s'il disparaissait d'un coup, puis j'ai réalisé qu'il était simplement monté dans une voiture et avait démarré. Il nous a ensuite collés sur une bonne partie de l'autoroute jusqu'à ce que je commence à vraiment flipper et que je prenne une sortie au hasard. Il a mis son clignotant comme s'il allait prendre la même sortie, puis il s'est rabattu sur l'autre voie et est parti à toute vitesse. Je ne sais pas ce qui se passait réellement et ce n'était probablement pas aussi inquiétant que ça en avait l'air à 1h30 du matin, mais je n'ai pas très bien dormi cette nuit-là. Une nuit, des amis et moi étions partis camper près d'un lac. Vers 1h30 du matin, nous avons entendu des bruits dans les buissons et nous avons simplement supposé que c'était un lapin ou quelque chose comme ça. Nous sommes allés voir, mais nous n'avons rien trouvé. Vers 1h35, un énorme pick-up surélevé, avec de la musique hurlante, est passé très lentement sur la route en terre, en braquant un puissant projecteur de type police sur moi et mes amis. Le camion a fait crisser les pneus et a continué sa route. Mon meilleur ami et moi avons alors décidé de remonter la route en voiture pour voir si nous pouvions repérer quelque chose d'étrange à propos du véhicule. Nous arrivons sur la route principale et là, il y avait probablement 7 ou 8 voitures de police, gyrophares allumés, et 2 ou 3 ambulances. Nous nous arrêtons pour faire demi-tour et, je te jure que c'était comme dans un film d'horreur, un policier a tapé à ma vitre avec sa lampe torche, surgissant de nulle part. Il nous a demandé ce que nous faisions. Nous lui avons dit que nous campions et nous lui avons parlé du camion. Il nous a répondu, « Eh bien les gars, vous devriez peut-être aller camper ailleurs. Il y a eu un triple homicide ici et nous n'avons pas encore localisé le suspect. » Mon ami a alors demandé, « Donc on devrait avoir peur, comme un parfait idiot ?» Et le policier a répondu, je cite, « Moi je n'ai pas peur, mais il y a 20 agents ici et nous avons tous des armes. » J'ai dit oui monsieur et je suis reparti en trombe vers le campement. Mon meilleur ami a appelé le reste de nos potes et leur a dit de tout remballer, de ne poser aucune question et qu'il fallait partir immédiatement. Nous avons littéralement jeté 2 tentes entièrement montées à l'arrière d'un de nos pick-up et nous avons dégagé au plus vite. La police a retrouvé le tueur environ 30 minutes plus tard, sur notre lieu de campement. Parfois, quand je vais me coucher, j'aime bien observer à quel point mes pensées deviennent bizarres juste avant de m'endormir réellement. En général, dans les quelques minutes qui précèdent le moment où je sombre, mes pensées ne sont qu'une suite de non-sens, des choses qui ne veulent rien dire, mais c'est amusant d'écouter ça en quelque sorte. Il y a 1 an, je traversais une période assez difficile. Ma petite amie m'avait quitté pour un autre, le travail était extrêmement stressant, et je n'avais trouvé un nouvel appartement que quelques jours avant la fin de mon bail, quand je devais absolument déménager. Un jour ou 2 avant de devoir partir, toutes mes affaires étaient déjà sorties et je dormais sur un matelas gonflable dans le salon. La chambre n'avait plus de lumière et donnait une sensation de vide assez pesante. J'étais en train de m'endormir, attentif à la façon dont mes pensées devenaient étranges. Rien de particulièrement bizarre, juste une succession d'idées et de phrases aléatoires qui me traversaient l'esprit, quand soudain, très clairement, j'ai entendu ce qui ressemblait à une voix à seulement quelques mètres de moi. Je me souviens l'avoir entendu dire « Bon, merde, ouvre-le ». Oh merde, il peut nous entendre, d'un ton plat et monotone. Je me suis redressé d'un coup et, bien sûr, il n'y avait absolument personne. C'était juste une hallucination auditive assez flippante, mais pendant quelques secondes, cela m'a semblé totalement réel, rendu encore plus angoissant par l'étrangeté de mon propre appartement à ce moment-là. Quand le tout premier film Paranormal Activity est sorti, je vivais encore chez ma mère. Je suis allé le voir au cinéma avec mon petit ami de l'époque et il m'a littéralement terrorisé. Je faisais partie de ces gens chez qui ce genre de film s'incruste dans la tête et refuse d'en sortir. Même en rentrant, j'avais encore l'impression que quelque chose me suivait du regard. Plus tard dans la nuit, j'étais allongé dans mon lit, incapable de dormir. Je me tournais et me retournais depuis presque 1 heure, beaucoup trop nerveuse pour fermer les yeux. La maison était pourtant calme, comme toujours, mais le moindre craquement, le plus petit bruit me faisait sursauter. Mon cœur battait beaucoup trop fort dans le silence. Quand j'ai enfin commencé à sombrer,
cet état étrange entre l'éveil et le sommeil, j'ai entendu un bruit venant de la cuisine, à l'autre bout de la maison. Mon corps s'est tendu immédiatement. Puis j'ai entendu des pas dans le couloir. Lents. Approchant. J'avais l'impression que quelqu'un avançait en faisant glisser sa main contre le mur, comme pour se guider dans le noir. Chaque pas semblait se rapprocher un peu plus de ma chambre. J'étais paralysé. À 2 secondes de paniquer complètement. J'avais la gorge nouée, le souffle court, convaincu que quelque chose n'allait pas. Et puis la porte de ma chambre s'est ouverte. J'ai hurlé à plein poumon. Un cri incontrôlable, de pure terreur. Les lumières se sont allumées presque aussitôt et j'ai vu ma mère devant moi, tout aussi choquée que moi. Elle était complètement désorientée, les yeux écarquillés. Il s'est avéré qu'elle faisait du somnambulisme et qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de faire. Sur le moment, on était toutes les deux terrorisées. Elle parce qu'elle venait de se faire réveiller en plein épisode de somnambulisme. Moi parce que pendant quelques secondes, j'ai été absolument convaincu que le film venait de devenir réel. Je faisais du babysitting dans une très belle maison située à environ 30 minutes de route de la ville la plus proche. Environ 15 de ces kilomètres se faisaient sur des routes de gravier au hasard, donc l'endroit était assez isolé. Un milliardaire très connu dans la région avait fait construire cette maison lorsqu'il a commencé à gagner beaucoup d'argent. C'était un homme très dur, qui faisait passer son travail avant sa femme et sa famille. Plus tard dans sa vie, alors que sa santé déclinait, il a commencé à le regretter. Mais il était trop tard, car il avait coupé les ponts avec la plupart de ses enfants. Je ne sais tout cela que parce que mon père employait sa fille handicapée mentale et qu'il était devenu proche de sa femme. Bref, il est mort et je te jure que son esprit hantait la maison qu'il avait construite. J'y allais au moins plusieurs fois par semaine et des choses vraiment flippantes ont commencé à se produire dès qu'il est décédé. Le chien, qui était normalement très calme, refusait d'entrer dans la maison pendant des semaines et courait autour en panique. Il se postait devant la fenêtre d'une pièce vide et se mettait à aboyer et grogner comme un fou. L'enfant de 2 ans a commencé à dire qu'il avait peur tout le temps et se levait au milieu de la nuit pour aller vérifier que son petit frère allait bien. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Mais il y a 2 choses qui m'ont vraiment terrorisé. Il était très tard, probablement 2 heures du matin, et le téléphone a commencé à sonner, mais pas de manière normale. C'était une sonnerie continue, sans pause. Quand j'essayais de répondre, il n'y avait qu'un bruit de cliquetis et dès que je raccrochais, tous les téléphones recommençaient à sonner. L'écran ne changeait même pas. Il n'indiquait pas qu'il y avait un appel entrant. Il affichait simplement l'heure et le nombre d'appels manqués. J'ai dû aller baisser manuellement le volume de la sonnerie sur chaque téléphone pour ne pas réveiller les garçons. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu du bruit dans le salon principal et j'ai supposé que l'aîné s'était réveillé. Alors que je me levais pour aller vérifier, j'ai entendu un fracas. Quand je suis arrivé, un grand vase contenant des plantes artificielles était par terre et il n'y avait personne dans la pièce. Les 2 enfants étaient dans leur lit et le chien dormait dans le garage. Je sais que ça peut sembler ridicule, mais ces choses se sont réellement produites. Et même si ce n'était pas le cas, la façon dont je me sentais dans cette maison m'aurait convaincu qu'elle était hantée. Je ne me suis jamais senti aussi tendu de toute ma vie. C'était comme si je ne pouvais pas me détendre. J'ai fini par demander à mon petit ami ou à mon meilleur ami de venir avec moi. Il ressentait exactement la même chose. Bref, c'est la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée et la raison pour laquelle je crois totalement aux fantômes aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.